Draille et Bartas, une émission proposée par Radio Bartas et Télédraille. Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau programme entre Draille et Bartas en simultané sur Radio Bartas et sur Télédraille. C'est avec un grand plaisir que nous vous proposons cette nouvelle émission que nous ferons en partenariat ensemble plusieurs fois par an, voilà. Oui, effectivement, si nous avions déjà travaillé ensemble sur le festival 48 images secondes par exemple, ça a été aussi un vrai souhait de notre part, de la part de l'équipe de Télédraille et de Radio Bartas, de nos deux associations, de créer un programme qui nous ressemble, qui vous ressemble aussi. Alors l'idée, ce sera de vous proposer le portrait d'une personne qui s'investit sur le territoire, qui le fait vivre, qui l'aide, voilà, et ce sera tantôt culturel, sociétal, social, enfin divers et variés. Et pour cette première, nous recevons Laurent Di Luca, bonjour. Bonjour à tout le monde, merci de m'inviter. Avec plaisir, merci d'avoir accepté notre invitation. Laurent, vous êtes le président des Restos du Cœur Lozère, vraiment merci d'être avec nous. Pour m'accompagner dans cette nouvelle aventure, pour Télédraille, Cathy, bonjour. Bonjour Ben. Et nous sommes également avec François, bonjour. Bonjour Ben. Alors pour cette fois-là, tu es bénévole pour Radio Bartas, mais précisons aussi que tu es correspondant local pour Midi Libre et qu'on espère qu'on va pouvoir s'associer avec Midi Libre pour la prochaine. On vous souhaite donc la bienvenue à toutes et tous entre Draille et Bartas. Aujourd'hui, les Restos du Cœur sont à l'honneur. Et Laurent, pour cette première question, vous êtes le président des Restos. Pourquoi et quand a commencé votre dévouement pour cette association? Alors, je vais d'abord apporter une petite précision. Je ne suis pas vraiment président des Restos du Cœur de Lozère. Je suis administrateur délégué. Un administrateur délégué arrive sur le territoire quand il y a carence de président. Et c'est le cas en Lozère depuis plus d'un an. Donc j'ai été nommé par le Bureau national des Restos du Cœur, alors que je ne suis pas lozérien et j'habite en Aveyron et j'habite à Barraqueville, vous voyez, donc ça me fait quand même pas mal de route pour venir vous voir. Donc c'est une précision, je ne suis pas élu, je suis nommé et mon principal travail consiste à retrouver un président. Alors on va parler justement de votre rôle, hein. Mais pour vous quand elle a commencé cette aventure Resto du Cœur? Alors, mon aventure Resto du Cœur a dû commencer en 2014, je pense. Un jour où mon épouse m'a dit bon, alors maintenant on va s'investir. On avait rénové notre maison, on nous dit maintenant on a du temps, on va aller s'investir au Resto du Cœur. Et comme d'habitude, on obéit à son épouse. Et voilà, je suis rentré au Resto du Cœur où j'ai commencé à distribuer les patates, comme je dis, comme tout le monde. Et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités et aujourd'hui, je me retrouve à remplacer le président de la Lozère. Donc votre rôle, ça va être de retrouver un président? Mon rôle est de faire vivre le département et de le restructurer pour que ça reparte seul, c'est clair. Cathy, on contextualise? Alors oui, effectivement, on va commencer tout d'abord, si vous voulez bien, par donner quelques chiffres. Donc les Restos du Cœur en Lozère, en fait, c'est combien de bénévoles? Les Restos du Cœur en Lozère, alors en ce moment c'est un peu particulier à cause de la Covid-19 où il y a un certain nombre de bénévoles qui se sont mis en retrait. Donc on doit être une centaine actifs sur le territoire. Alors que l'année dernière, ils étaient 190 à peu près. Donc il y a un écart important de bénévoles présents sur le terrain. Mais d'un autre côté, le fonctionnement aujourd'hui, où on est obligé de faire un fonctionnement qui est dégradé, parce qu'on ne peut plus faire l'accueil, on ne peut plus avoir un accueil chaleureux dans les centres. Vous voyez comment ça se passe ici. On les reçoit quelquefois sur le pas de la porte. Au mieux, on les fait rentrer, mais il n'y a plus le coin café, il n'y a plus les discussions, il y a la distanciation. Ce qui fait qu'on a sur le terrain, dans les centres de distribution, on a besoin d'un peu moins de monde, mais on essaye de diviser les équipes, de faire 2 équipes pour ne pas interrompre le service si jamais quelqu'un dans une équipe attrapait le Covid, on serait obligé de fermer le centre autrement. Et donc sur le terrain, ça fonctionne avec moins de bénévoles, mais il y a à peu près, on va dire, 200 bénévoles. Ce qui manque cruellement en Lozère, ce sont des bénévoles ressources. Ce sont des bénévoles qui s'investissent au niveau départemental en prenant des responsabilités départementales. On va revenir sur ces problématiques, Cathy. Oui, je voulais poursuivre en vous demandant combien y a-t-il de personnes bénéficiaires et aussi combien est-ce que vous avez distribué de repas en 2020 ?
Alors, les chiffres, on peut donner les chiffres précis si vous voulez, hein. Sur l'année passée, hein, pas sur cet exercice, hein, oui, nous, ça fait 2019-2020, parce qu'on a une campagne d'hiver, une campagne d'été. Donc, 2019-2020, on a accueilli 1500 personnes. On peut vous donner des chiffres beaucoup plus précis si vous souhaitez. On a fait 124 000 repas, si je ne me trompe pas. 184 000 repas. Non, 124. 124 000 repas. Hein, voilà. Je vais être. C'est les chiffres de l'année dernière, pour être précis, et ça faisait de l'ordre de. Plutôt que je vous donne des chiffres précis. Le nombre de familles, c'est de l'ordre de 700 familles, quelque chose comme ça. C'est énorme pour un territoire comme le nôtre. C'est un tout petit territoire, mais c'est un territoire rural. C'est le plus petit je crois que c'est le plus petit département français, hein, au niveau de population. Mais il y a quand même des besoins. Et ces besoins sont difficiles à couvrir à cause de l'étendue du territoire, de l'isolement de certaines familles. Il faut aller au-devant d'eux. Et ça demande de l'investissement matériel. Il faut des camions équipés, il faut des bénévoles pour y aller, des bénévoles qui n'ont pas peur d'affronter la route avec la neige et tout, parce que c'est quand même pas des territoires faciles, quoi. Hein. Cathy. Oui, pour terminer avec les chiffres, en tous les cas, voilà, je voulais vous demander, est-ce que vous avez constaté une hausse des bénéficiaires par rapport à 2019 ? Alors, j'ai des chiffres là aussi. Quand je regarde les centres, on ne comprend pas. Sur l'ensemble du territoire français, on a l'impression qu'il y a une augmentation cet hiver. L'été dernier, on n'a pas vu une réelle flambée, on n'a pas vu un afflux massif. Cet hiver, quand je regarde, il y a des centres qui font de l'ordre de 20 voire 40% de plus en Lozère, là. Hein. Et c'est, on attend des pays, on a l'expérience parce qu'on a eu l'expérience de la crise de 2007. En 2007, on a constaté un effet retard entre le moment où la crise se produit et le moment où on a un afflux de personnes accueillies. Il y a une bonne année et donc on est très inquiet pour cet hiver et pour l'été prochain de voir arriver beaucoup de gens qui ont des besoins et qu'il faut aider. Donc on s'attend à avoir des populations nouvelles. Alors en Lozère, il n'y a pas beaucoup d'étudiants sur le terrain. Dans les grandes villes, les étudiants, c'est une vraie problématique pour eux. Hein. Il y a à la fois, je dirais, pour les étudiants, une détresse matérielle pour certains, que les parents n'arrivent pas à aider, qui n'ont plus de petits boulots. Et puis aussi une détresse un peu morale, parce qu'ils se retrouvent souvent abandonnés sur le campus. Les campus sont un peu désertés, les étudiants restent chez eux pour travailler, ils sont en famille, et ceux qui ne peuvent pas le faire, ils sont un peu... Il y a aussi une détresse dans ce sens-là. Et on en parle énormément en ce moment de la détresse des étudiants. La question peut paraître bateau, mais pour celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, ça peut quand même être intéressant. Dans les grandes lignes, c'est quoi les conditions pour être bénéficiaire de l'aide des Restos du Cœur ? Alors tout d'abord, il n'y a pas de condition, on va dire, sur le principe, vous poussez, n'importe qui pousse la porte des Restos du Cœur et demande de l'aide, on l'accueille. On l'accueille et s'il dit qu'il a faim, on lui donne ce qu'on appelle un colis de dépannage. On ne laisse pas repartir les mains vides. Par contre, si vous souhaitez avoir de l'aide alimentaire de manière régulière et pérenne, on va regarder les conditions de ressources. Et alors, c'est un reste à vivre. C'est pas un montant de revenus. On regarde toutes les ressources. Donc les ressources sont, y compris les aides, le RSA, les APL, les allocations familiales. On en déduit le loyer. Et en fonction de ça, il y a un barème qui est national, que je ne connais pas par cœur. Donc je ne vous donnerai pas de chiffres parce que je me tromperai en plus. Donc qui fait que si vous êtes en dessous du barème, vous y avez le droit de manière
automatique, j'allais dire. C'est l'accueil inconditionnel. On ne juge pas les gens. Si on est en dessous du barème, on passe. Si on est au-dessus, on analyse la situation en équipe et puis on décide, on n'aide pas. On ne peut pas aider tout le monde. Le barème est une variable d'ajustement. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est justement de dire non à quelqu'un qui vient demander de l'aide. Non, pas lui dire non. On va lui donner de l'aide, mais pas de l'aide alimentaire forcément. Après, les gens viennent souvent pour ça, mais on essaye de les orienter, de les aider. Souvent, il suffit, ils n'ont même pas conscience des aides auxquelles ils ont droit. Donc quand on les reçoit, on essaye de les orienter vers l'administration qui va bien pour qu'ils aient accès à des allocations familiales, à un RSA. S'il a déjà travaillé, il a le droit à un RSA, normalement, c'est un minimum. Donc les bénévoles des Restos du Cœur sont un peu formés pour, non pas remplacer les travailleurs sociaux, mais pour les orienter vers les travailleurs sociaux. François. Alors, on a parlé des conditions pour être bénéficiaire donc de l'aide des Restos du Cœur. Moi, la question que je voulais vous poser, c'est de votre côté, comment ça fonctionne en fait? Quelles sont vos ressources, vos financements pour mettre en place ces campagnes et cette aide? Les financements des Restos du Cœur, d'abord, on a des subventions. On a des subventions des locales, nationales. On a des aides de l'Europe. Le budget des Restos du Cœur au niveau national, c'est autour de 200 millions d'euros. C'est une grosse machine, les Restos du Cœur. Et c'est efficace. Donc après, on a des dons, on a beaucoup de dons. En cette période d'ailleurs où on est content parce qu'en ce moment, les dons arrivent. Les dons particuliers arrivent de manière plus soutenue même que l'an dernier, parce qu'il y a aussi les médias qui parlent de cette situation, la crainte que l'on a, donc la générosité s'exprime. Par contre, on se demande combien de temps ça va durer, et est-ce que ça va... Parce que le problème, c'est on accueille plus de monde. Si on accueille plus de monde, si on décale le barème, c'est rapide, on va avoir un afflux de personnes, et c'est ce qu'il faudrait faire. Mais pour combien de temps ? Il faut quand même la gestion du budget n'est pas simple. Après, on a des aides de l'Europe. L'Europe nous fournit des aides au niveau aliments. On a à peu près, je crois que c'est de l'ordre de 30% de ce que l'on distribue qui sont des aides de l'Europe, donc qu'on ne paye pas. Après, on a, grâce à la loi Garot, ce qu'on appelle la ramasse. La ramasse, c'est les invendus des supermarchés que l'on récupère, mais qui sont des produits à date très courte. Donc souvent on n'a qu'une journée pour les distribuer, parce qu'au niveau fonctionnement et hygiène alimentaire, on a les mêmes règles qu'une grande surface. On doit en protéger au niveau sanitaire les gens que l'on accueille, on n'est pas là pour les empoisonner, donc on a exactement les mêmes règles. Ça veut dire que les supermarchés, s'ils nous donnent un yaourt à date dépassée, c'est fini, on ne peut pas le distribuer, on le jette. C'était difficile à faire passer dans la tête des bénévoles, ça, même dans la tête des personnes accueillies. Non, le yaourt il est bon, chez moi je le mange aussi. Oui, mais chez toi tu le manges, mais ici tu ne le distribues pas. Ça, il y a une responsabilité, vous êtes obligé. Bien sûr, il y a la responsabilité. Et puis le respect. Et le respect de la personne, on leur donne pas ce qui sort des poubelles, on leur donne des produits qui sont sains. Donc là, c'est des produits à date courte, et après, on fait un gros travail au Resto du Cœur de recherche de dons d'industriels. Par exemple, je vous donne un exemple, parce qu'en fait, mon rôle au Resto du Cœur, avant d'être administrateur délégué de la Lozère, c'était la coordination de tous les dons d'Occitanie. Oui, et donc, comme il m'en arrive encore, même si j'ai plus le temps d'aller les chercher, il m'en arrive encore. Le 24 décembre, j'ai récupéré pour les Restos du Cœur 2 semi-remorques de fruits et légumes. Lactalis nous a donné juste avant, il y avait 2 tonnes de yaourt et de fromage. Et ça, c'est à redispatcher dans toute l'Occitanie. Alors on essaye suivant les produits, l'Occitanie non, la France. La France. Les deux semi-remorques, ils ont été répartis sur l'Occitanie, la région de Lyon, la région de Marseille, peut-être même dans le nord de la France. Je ne sais même pas où ils sont partis. Moi, je me suis contenté de les récupérer. Après, on a par contre, quand c'est Lactalis qui est à Rodez,
on essaye de mutualiser, parce que là, c'était trop gros pour un seul département. Donc on essaye de mutualiser, on a mutualisé ça entre la Lozère, l'Aveyron, le Tarn. Donc ça passe comme ça. Et vous avez aussi, je donne un autre exemple de don qui est assez exceptionnel aussi, que c'est la ferme du Cos qui est en Lozère, vous connaissez, et qui nous fait un don chaque année, c'est récurrent, de 25 000 yaourts de brebis. Et encore cette année, on en a profité, ça se fait sur le mois de décembre, et donc on profite de ça. Et là aussi, c'est trop gros pour que l'Aveyron ou que la Lozère, donc on le partage sur 3 départements, sur la Lozère, l'Aveyron. Ce sont des produits frais, donc la logistique à mettre en œuvre pour les répartir est trop importante, donc on fait avec la logistique locale. Voilà. Donc on se débrouille à chaque fois comme on peut, en fonction de la taille du don et en fonction des produits qui arrivent. Par exemple, ce matin, je suis arrivé avec le coffre de ma voiture plein de fruits et légumes. De fruits et légumes parce qu'il y a un supermarché de Rodez qui a eu un problème et qui a donné tous les produits frais au Resto du Cœur. Donc il y en a trop là aussi pour l'Aveyron. Donc mes copains avec qui je travaillais beaucoup avant sur l'Aveyron m'ont téléphoné, ils m'ont dit t'en veux pas un peu pour la Lozère? Donc j'ai amené du raisin. Vous voyez, c'est super, les gens sont contents aujourd'hui. François. Oui, tout à l'heure, donc vous avez évoqué qu'il y avait 2 campagnes des Restos du Cœur, donc une l'hiver et une l'été, j'imagine. Comment ça se passe exactement? Alors oui, il y a 2 campagnes au Resto du Cœur et on va parler de particularité de la Lozère, où je me suis rendu compte que l'idée de Coluche, la petite idée de Coluche au départ, c'était d'aider les gens pendant la période d'hiver. C'est parti avec quelques bénévoles, et puis c'est devenu une grosse machine. Hein. Donc moi, quand j'ai commencé au Resto du Cœur, donc en 2014-2015, les Restos du Cœur n'ouvraient quasiment pas l'été. Je dis quasiment pas. Il y avait quelque chose, mais c'était très peu. Et le barème d'été, alors on a 2 barèmes en fait. On a un barème pour l'hiver, et un barème pour l'été. Donc le barème est un variage d'ajustement. Si le barème est plus bas, vous avez beaucoup moins de monde. Donc il y avait très peu de gens qui venaient l'été et les bénévoles ne venaient pas. Il y avait beaucoup de bénévoles qui ne venaient pas. Donc ça a changé autour des années, je ne sais plus quelle année c'était, mais on va dire 2016, où le barème, 2016, le barème a brusquement a été réévalué pour la période d'été. Il était à 50%. Le barème était à 50% l'été de l'hiver et il est passé à 70%. Et d'un seul coup, le nombre de personnes est remonté et on se retrouve maintenant à peu près, on a une personne sur 2 qui a, en gros on a moins de gens l'été forcément puisque le barème est plus bas, on a la moitié des personnes accueillies qui viennent l'été, c'est la moitié de ce qui vient l'hiver. Par contre, ça dure 36 semaines. Ce qui fait que l'été, dans presque tous les départements de France, on distribue beaucoup plus de repas que l'hiver. Même si chaque semaine, l'hiver, on en distribue 2 fois plus. Donc voilà. Et donc la particularité de la Lozère, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de gens pensent que ils sont partagés le territoire entre associations en disant les Restos du Cœur sont ouverts l'hiver, le Secours populaire, la Croix-Rouge et autres sont ouverts l'été. Non, l'objectif des Restos du Cœur, c'est d'être ouverts toute l'année. Et d'ailleurs, les pouvoirs publics nous le reprochent, ils nous donnent des subventions, ils nous reprochaient de ne pas ouvrir toute l'année. Donc aujourd'hui, on ouvre toute l'année et je travaille sur la Lozère avec les bénévoles qui, pour la plupart, on a un exemple à Florac qui ont ouvert tout l'été dernier sur Florac. Mais on devrait faire, aujourd'hui, l'année dernière, on a fait 93 000 repas l'hiver et on a fait 30 000 repas pendant l'été. Normalement, on devrait être au-delà de 90 000 pendant l'été. Donc cette année, on a fait beaucoup plus. Je crois qu'on est arrivé à 86 000. Les bénévoles ont fait beaucoup d'efforts. Et puis j'espère que l'année prochaine, ça va continuer. Alors, il y a des problèmes d'organisation. On est bien conscient, moi je suis bien conscient que ça se fait pas comme ça, de décider, décréter, on ouvre tout l'été. Les bénévoles, ils ont aussi une famille, des enfants, des petits-enfants, parce qu'on n'est pas tout jeune, et qui ne peuvent pas être présents. Donc ça veut dire qu'il faut s'organiser différemment, et il y a des gens
ça se fait, quoi. Alors après, il faut se le mettre dans la tête. Mais même moi, j'ai même entendu de la bouche de certains politiques de la Lozère que dans leur tête, c'était ancré, les Restos du Cœur, c'est l'hiver, les autres associations, c'est l'été. C'est pas la politique des Restos du Cœur, et on y arrivera, on mettra 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on arrivera à ouvrir tout l'été, j'en suis persuadé. Et on reviendra justement sur ces pouvoirs publics tout à l'heure. Alors, vous en parliez, les restos sont là bien sûr pour l'aide alimentaire, mais ça propose aussi tout un panel d'offres, en tout cas au niveau national. J'ai vu notamment des ateliers de français, du soutien scolaire, l'accès à Internet. Au niveau local aussi. Hein. Et voilà, et donc c'était justement la question que j'allais poser. C'est aussi l'accès à la culture, le loisir, le sport, etc. Donc justement, qu'est-ce qui est proposé au niveau local? D'ailleurs, est-ce que c'est facile à mettre en place? Alors, c'est pas facile à mettre en place. Là aussi, ça demande de l'investissement de bénévoles, mais c'est des choses qui se font au niveau local. Ici, ça marche hein, quand même. Hein. Alors, on fait par exemple pour les spectacles. Vous avez pour les spectacles, on essaie d'offrir des spectacles aux gens. Alors, grâce à 48 de Cœur, la troupe de 48 de Cœur vient faire dans chaque centre de la Lozère un spectacle pour les personnes accueillies. Hein, donc il y a ça, mais après on offre aussi des places de cinéma aux gens, on leur finance des places de cinéma. Il y a des vacances qui sont organisées, alors bien entendu en ce moment avec le Covid-19 tout est arrêté, on ne peut rien faire dans ce domaine-là et c'est dommage. Donc aujourd'hui c'est la partie chaleur qu'on apporte aux gens. On n'apporte pas que de la nourriture, on leur apporte de l'écoute, de la chaleur, un sourire et de l'aide quand ils ont besoin d'aide dans tous les domaines que ce soit dans le domaine de la santé, on peut les orienter aussi dans l'aide au budget, parce que souvent des gens qui arrivent chez nous, c'est des gens qui n'arrivent pas à bien gérer leur budget. Donc on leur donne des conseils budgétaires, on peut faire des microcrédits, et après il y a tout ce qui est au quotidien, qui est les places de cinéma, les vacances quand c'est possible pour les enfants, les cours de français pour les étrangers qui arrivent et qui ont besoin d'apprendre le français. Alors suivant les centres, tout n'est pas développé, et ça dépend essentiellement des bénévoles qu'on a derrière et de leurs compétences. On y reviendra. Cathy. Oui, je voulais vous demander, par rapport aux bénéficiaires, il doit y avoir une chose qui n'est pas très évidente pour eux au moment de franchir la porte du local. Est-ce qu'il y a un dispositif d'accompagnement pour les aider, pour l'estime de soi, pour les aider, j'allais dire, à franchir le cap? Alors déjà, on change le vocabulaire. Il ne s'agit pas de bénéficiaires, il s'agit de personnes accueillies. Déjà, le mot change. Et ça, on les accueille. Et on les accueille avec la plus grande bienveillance. On ne peut pas forcer quelqu'un à venir. Si la personne ne veut pas venir, il y en a qui ne veulent pas venir. Il y a des gens qui ont des besoins et qui ne veulent pas venir. On ne peut pas les forcer. Donc on est obligé de Nous, ce qu'on fait, c'est l'accueil inconditionnel, sans jugement. Les gens viennent. On n'est pas là pour les juger, on est là pour les accueillir, pour les aider. Voilà. Donc déjà le vocabulaire, je vous ai remarqué que d'ailleurs on a une discussion entre nous quand on entend des fois des mots nécessiteux ou ce genre de trucs. Oui. Voilà. C'est un vocabulaire effectivement qu'il faut proscrire un peu. Et qu'il faut. Bon alors on essaye. Après c'est pas grave. Je vous assure qu'au Resto du Cœur il y a 10 ans on disait des bénéficiaires. Et dans le vocabulaire on a changé. On a décidé qu'on appellerait ces gens des accueillis. Je trouve plus joli. Oui, très bien. Oui, donc on va parler dans un instant des difficultés qui sont liées au territoire lozérien, de vos besoins, de la situation actuelle évidemment. Et je vous propose d'abord de regarder et d'écouter ce reportage qui a été fait par Raphaël, qui a suivi une équipe de bénévoles en pleine distribution itinérante en Vallée française, et on se retrouve dans quelques minutes. Allez. La prochaine fois, vous l'amènerez. Et la prochaine fois, c'est du Beaujolais. Ah oui. Je veux donner un coup de main pour ceux qui sont nécessiteux, quoi. Et j'ai du temps de libre surtout, voilà, donc c'est pour rendre service à ceux qui en ont besoin. Et les Restos du Cœur recherchent des bénévoles parce que plus on est nombreux et moins il y a de boulot, quoi. On peut faire un roulement, donc c'est intéressant
Puis c'est une expérience nouvelle et c'est enrichissant, quoi, je pense. On est au contact des gens et c'est important. On est devant l'église, là. On fait trois clients, mais ils sont par un. Là, on va vers la caserne des pompiers. On organise plusieurs tournées vu la géographie parce que le territoire est très étendu et les restos du cœur de Florac sont justement les seuls de Lozère à faire des tournées comme on fait actuellement, quoi. Puisqu'on a 4 tournées donc sur le pont de Montvert, Méruès, le Collège de Dèze et Saint-Germain-de-Calverte. La vallée longue et la vallée française. Voilà, vallée longue et vallée française. Ce matin c'était la vallée longue et cet après-midi c'est la vallée française. Ben moi je m'occupe de fournir toutes les caisses qu'on délivre, c'est moi qui les... Enfin moi et entre autres 2 autres personnes qui la veille préparons tout ça, toutes les caisses. En fonction de leurs revenus et de la famille, ils ont un nombre de parts qui est différent. Hein, s'ils sont seuls, c'est une part. S'ils sont 2, par exemple, la dame, on lui a donné 2 parts. Après, il y a des enfants, il n'y a pas des enfants. Ça, c'est codifié au départ quand ils s'inscrivent. Et en fonction de ça, on établit des caisses toutes les semaines. Sur la campagne d'hiver. Parce que la campagne d'été, c'est tous les 15 jours. Et c'est pas le même quota financier. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont droit à l'hiver et qui n'ont pas droit à l'été. Et par exemple, sur Saint-Étienne, l'été, on n'avait plus personne et en ce moment, on en a 5. Tu lui as donné du pain, donne-lui un maximum de pain. Ça y est, ça y est. J'en ai assez ? Oui, on a alors, un stylo. Comme il y a le confinement, on ne délivre pas pareil. Donc, il y a moins besoin de bénévoles au centre. Bon, sur la tournée, c'est toujours pareil. Hein. Mais au centre, il y a beaucoup moins de gens qui interviennent. Puisqu'on fait des cartons, pareil, comme eux. Donc le travail, il se fait en amont. Les gens ont besoin. Ouais, mais le lait, on en a encore. On a tout ça comme lait, d'ailleurs. J'ai connu des gens qui sont venus parce que tous les petits boulots qu'il y avait en plus, il n'y en a plus. Donc, tout à l'heure, là, j'ai parlé avec une dame qui arrivait à Florac. Elle travaillait dans un restaurant, il n'y a plus de boulot. Ok, d'accord. On est en Lozère, quoi. En ville, tous les étudiants qui avaient des petits boulots, ils n'en ont plus. Donc ils vont chercher à manger ailleurs, enfin, ou au resto, puis il y a autre chose. Hein. Il y a le secours catholique, il y a le secours populaire, il y a plus que nous. Hein. Oui, sûrement, il ne prendra pas. Donne-le à Lika. Elle est partie. Sinon, tu crois qu'elle utilise Lika, oui, pourquoi pas. Parce qu'aujourd'hui, vu la société comme elle est, le bénévolat est important. Et c'est une chose très importante, selon tes solidaires, surtout, envers les nécessiteux, parce qu'il y a beaucoup de gens malheureux de nos jours. Voilà pour ce reportage. Merci beaucoup à Raphaël qui l'a réalisé pour Télédrail. Alors on est de retour en plateau sur Télédrail et sur Radio Bartas. Laurent est notre invité. Il est l'administrateur délégué des Restos du Cœur Lozère. Alors on l'a vu, le territoire lozérien est escarpé et il me semble qu'il n'y a qu'en sud Lozère, mais vous allez m'arrêter si je me trompe, qu'il y a des distributions comme ça itinérantes. Laurent, c'est bien pour répondre aussi à des situations d'isolement. Oui, c'est bien pour répondre à des situations d'isolement, mais les distributions comme ça au travers de camions et de centres itinérants, même si ici on ne veut pas trop appeler ça des centres itinérants, ça existe dans beaucoup d'endroits. Et bon, ça se met en place de plus en plus dans les zones rurales pour aller à la rencontre des gens. Alors la Lozère est un pays où il y a beaucoup de gens isolés. C'est un département où les gens c'est rural, c'est la montagne, mais c'est pas le seul. Hein. Vous en avez d'autres, et même dans les Landes, je sais qu'il y a un camion itinérant, il y en a d'autres, et en Lozère, il y en a un autre déjà qui part de Marvejols qui va à Banassac, parce qu'il n'y a rien sur Banassac. Il y a un projet qui est prévu à partir de Langogne, donc ça c'est des solutions que l'on doit développer pour aller à la rencontre des gens, mais c'est des solutions qui coûtent. Puisque un camion comme celui que vous avez vu dans le reportage, ça coûte pas loin de 40 000 €. Il faut l'équiper, il faut avoir un congélateur, il faut avoir une zone de frais, une zone de surgelé, et puis de l'épicerie, il faut mettre du gasoil dans le camion une fois qu'on l'a.
Il faut l'entretenir. Tous ces équipements, ça tombe en panne. Tous ces camions frigo doivent être surveillés et ils doivent passer des contrôles chaque année. Un camion frigo, il est valable, quand on le reçoit, il est valable 6 ans quand il est neuf. Il est valable 6 ans. Au bout de 6 ans, il faut faire passer un contrôle, une visite, on va dire une grande visite, qui leur donne une vie de 3 ans. On recommence après pour 3 ans, donc ça fait 12 ans. Et au bout de 12 ans, ça devient très compliqué de continuer à le faire vivre. Donc après, on le change. François. Alors oui, effectivement, tout ça, ça représente un coût. Est-ce que vous êtes limité pour répondre aux besoins du territoire? Et donc on a bien compris que dans le sud de Lozère, il y avait vraiment un besoin d'être présent sur le territoire, donc pour acheminer tous les vivres. En termes logistiques, comment vous fonctionnez aussi, parce que bon, les bénévoles ils sont là, mais c'est un petit peu juste. Est-ce que vous comptez sur d'autres personnes pour vous aider dans toute cette organisation? Normalement, les Restos du Cœur fonctionnent avec les bénévoles des Restos du Cœur. Et on ne compte pas sur les autres associations, même si on peut être partenaire d'autres associations dans un certain nombre d'actions. Même si j'avais même envisagé de regarder, par contre, avec la banque alimentaire, si on ne pouvait pas avoir de la collaboration au niveau logistique. Bon, on n'a pas le temps de s'en occuper, j'ai pas le temps, on n'a pas avancé du tout sur le sujet. Mais on pourrait partager des choses au niveau logistique. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est pas facile, hein. Mais ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Mais après, les Restos du Cœur ont une grosse organisation au niveau logistique, puisque au niveau des denrées, par exemple, on a un entrepôt qui est à Mende, avec un service approvisionnement qui est sur Mende, qui s'approvisionne et qui va distribuer tout ça en fonction du nombre de repas prévus à chaque endroit, dans chaque centre. Il éclate ce qu'ils commandent et eux ils commandent auprès de plusieurs sources, ils commandent auprès d'entrepôts nationaux. Les entrepôts nationaux, pour nous, il est à Lyon, mais avant il était à Toulouse, hein, ça change suivant les années. Il y a des entrepôts nationaux, et il y en a 3, et il y a des entrepôts d'opportunités. Donc là, c'est là où on récupère tous les dons et on les centralise sur la France et qui sont répartis après sur la France. Donc ils s'approvisionnent des deux côtés et redispatchent ça après. Donc il y a toute une chaîne logistique qui est mise en place et qui est gérée par les Restos du Cœur. Donc ça marche bien, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Ce qui nous limite plus, c'est après les investissements. Quand on va investir sur un camion, il faut réunir 40 000 euros. Donc là, on est en train de vouloir d'investir dans un nouveau camion pour la Lozère. On tape à toutes les portes, on tape au niveau national, je pense qu'on va pas tarder à aller voir le département, la région, tous ceux qui vont nous aider. Parce que 40 000 euros, ça fait quand même un gros budget, quoi. Même si c'est un investissement et que ça va s'amortir sur plusieurs années dans notre budget, hein, mais ça fait quand même une grosse dépense. Sachant qu'il faut aussi, à l'entrepôt, une chambre froide, parce que si on veut travailler l'été, la chambre froide, j'allais dire, nous, chambre froide positive, donc pour tout ce qui est au-delà de 0 degré, mais en dessous de 6 degrés quand même, et il faut elle fait pas la même taille si on travaille que l'hiver ou si on travaille toute l'année. L'été, les températures sont très élevées et il nous faut garder tous les produits, même les fruits et légumes. L'été, si vous les laissez une semaine dans un entrepôt à 30 degrés, il n'y a plus rien, quoi. Connaît les problématiques énergétiques, surtout ici à Florac. Télédrail peut en parler, et d'ailleurs tous les bénévoles d'ici des Restos du Cœur de Florac peuvent en parler. Cathy. Oui, on nous a indiqué peut-être que parmi les bénévoles, ce serait bien d'avoir des gens un peu plus jeunes, que ce soit plus intergénérationnel. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Alors, ça serait bien, oui. Ça serait bien parce que déjà, vous voyez, en ce moment, la plupart du temps, on fait des réunions en visioconférence et nos bénévoles ne sont pas très férus d'informatique. Les gens de mon âge, c'est rare, hein, des gens qui sont capables de bien gérer l'outil informatique.
Ça arrive, hein, il y en a. Il y en a, heureusement. Mais donc, ça serait bien d'avoir des jeunes, et puis tout ce qui est, je veux dire que c'est enrichissant quand c'est transgénérationnel. Alors moi, je peux vous dire que je fais de la musique dans une fanfare. On est entre jeunes de 20 ans, je suis pas le plus ancien en plus. Et c'est super quoi, de partager ça. Donc, ça serait bien d'avoir ça au Resto du Cœur. On a des difficultés parce que les gens plus jeunes travaillent. Et quand ils travaillent, ils ne sont pas disponibles dans la journée. Après, les bénévoles de mon âge, souvent, le soir, allez, ils vont pas rester jusqu'à minuit debout pour travailler. Ils veulent rentrer chez eux. Donc, on a une difficulté là, je dirais, de calendrier. Alors, en ce moment, dans le premier confinement, notamment, quand il y a eu des gens qui se retrouvaient à la maison où ils ne travaillaient plus parce qu'ils étaient en chômage, on a eu des jeunes qui sont venus nous donner un coup de main et c'était super. Et après, on se retrouve aussi avec des conflits, parce que des fois, on a quelques conflits où j'ai pris il est arrivé, mais moi je reviens, donc je reprends ma place, pousse-toi. C'est compliqué à faire vivre, et ça, c'est compliqué à animer. Alors, moi, j'ai pas animé ça au quotidien, mais je sais que dans les centres, c'est très compliqué à animer. C'est très compliqué à arriver à trouver des créneaux où on peut se retrouver tous ensemble après. Parce que c'est ça, il faut quand même que... Les Restos du Cœur, c'est une famille aussi. Je veux dire, il y a les deux côtés. On aide les gens, mais il y a plusieurs sortes de bénévoles. Il y a les bénévoles qui viennent des fois aussi un peu pour eux, parce que ça leur donne un contact social, ça les valorise aussi. Hein, vous voyez, donc il y a de tous les côtés, et donc c'est compliqué à mettre en œuvre. On le souhaite, on cherche à le faire et on cherche les moyens de le faire, mais c'est compliqué. Vous voyez, voilà. Je crois que je suis en train d'essuyer un échec à titre personnel là sur un cas où une jeune femme qui travaille, maman de 4 enfants en plus, qui voulait prendre des responsabilités, et puis là j'ai plus de nouvelles, donc j'ai peur de l'avoir perdue, quoi. Et c'est dommage parce que c'est des gens qui amènent un souffle nouveau, qui nous ferait avancer. Donc on ne sait pas trop comment. Peut-être qu'on est maladroit avec les jeunes ou qu'on ne leur parle pas bien, je ne sais pas. J'ai du mal, en tout cas, à avoir des activités dans ce département. On a du mal à avoir des gens qui sont plus jeunes et qu'on arrive à fidéliser, quoi. Ils viennent ponctuellement et puis après ils disparaissent. En Aveyron, j'avais eu la chance de travailler avec une jeune femme qui était vétérinaire et qui travaillait et qui nous donnait une demi-journée par semaine, et elle y est encore. Et moi, c'était super parce que j'arrivais aux approvisionnements de l'Aveyron, je connaissais rien à la distribution alimentaire ou à toutes les règles d'hygiène, et là, j'avais quelqu'un dont c'était le métier, quoi. Donc, quand on trouve des gens comme ça, il faut les garder, mais là, j'ai réussi à le faire. Ici, sur cette personne qui voulait venir, mais j'ai pas réussi. J'ai d'autres pistes pour ramener des gens plus jeunes, mais ça demande. Après, il faut arriver à faire fonctionner. Il faudrait qu'on ouvre les centres le samedi, mais aujourd'hui, nos équipes de bénévoles sont pas prêtes à venir le samedi. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une autre équipe il faudrait créer des équipes comme ça, et après il ne faut pas non plus arriver à des conflits de génération. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est compliqué. Cathy. De quoi avez-vous le plus besoin? Est-ce que ce sont les dons des particuliers? Est-ce que ce sont des moyens financiers, matériels? En fait, quels sont vos besoins prioritaires? Alors je vais plagier Romain Colucci qui est venu l'autre jour en Aveyron, et quand on lui a posé la question, il dit on a besoin d'argent. On lui a posé 3 fois la question et à chaque fois il a répondu on a besoin d'argent. Et c'est vrai, l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors on a le soutien quand même au niveau local de tous les politiques, que ce soit toutes les mairies de la Lozère, qu'il y ait un centre ou pas, parce qu'il y a des mairies où il n'y a pas de centre des Restos du Cœur, mais qui nous soutiennent parce qu'ils ont aussi des familles qui viennent dans les centres, que ce soit le département, les communautés de communes, tout le monde nous aide. Moi qui ai vu d'autres départements, je peux vous dire qu'ici, on a déjà tous les locaux sont mis à disposition gracieusement par le département, par les municipalités, par les communautés de communes. Il y a des départements où on commence l'année avec 50 000 € de loyer.
savez quand vous commencez l'année qu'il y a 50 000 € de loyer à payer. Donc, et donc là, on a cet avantage. Maintenant, on a besoin d'argent, c'est clair. Quand il faut acheter un camion, il faut sortir 30 000 €. Il y a pas 30 ou 40 000. Il n'y a pas de miracle. Hein. Il faut les trouver. Quand il faut mettre du gasoil dans le véhicule, il faut les mettre. À la fin de l'année, ça fait un budget, le carburant. C'est sûr. D'ailleurs, on donnera les coordonnées tout à l'heure pour faire des dons et pour évidemment aider les restos. Vous l'avez abordé tout à l'heure, vous avez parlé de la banque alimentaire, mais est-ce que vous avez d'autres relations avec d'autres associations humanitaires? Je pense notamment ici au Secours Populaire ou d'autres. Ou alors, est-ce qu'il faut continuer à les améliorer et avancer dans ce sens-là? Alors, pour rien vous cacher, depuis que je suis ici, moi j'ai été nommé le 9 mai ici. Et depuis que je suis ici, je n'ai pas pu établir de contact bien précis avec tous. Je les ai rencontrés dans des réunions, mais je n'ai pas pu établir de lien avec les gens. Et je ne suis pas destiné à rester en Lozère. Je ne sais pas combien de temps je serai. J'ai été nommé, je n'ai pas été élu. Je peux aussi être démis aussi facilement que j'ai été nommé et remplacé par quelqu'un d'autre. J'ai moi-même remplacé quelqu'un d'autre qui était avant moi. Donc j'ai du mal à vous répondre là-dessus et c'était pas ma priorité. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui ma priorité, je démarre le centre de Marvejols a été fermé tout l'été, on n'avait plus de locaux. La communauté des communes du Gévaudan nous a remis à disposition un local. On repart avec une nouvelle équipe de bénévoles. Ma priorité elle est là, elle n'est pas avec je crois que là-bas c'est le Secours Populaire qui est là-bas, qui est très actif, et j'ai vu le monsieur, il m'avait dit venez me voir, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps, franchement. Je pense que ça sera plus facile pour un Lozérien qui habite ici. Moi, quand je viens ici, ce matin, je suis parti de chez moi, il était 7h, et j'avais 1h40 de route. C'est sûr que c'est compliqué, croisons les doigts. Et puis peut-être que viennent à vous ou que vraiment. J'espère que grâce à vous, mais on l'accueillera avec plaisir. Et alors, c'est vrai que ça choque un peu au départ, mais pour devenir président d'un département, il y a deux conditions. Il y a une condition, il faut être élu. Il faut être élu par les bénévoles du département. Et on a un agrément à obtenir au niveau de l'association nationale. Il est clair que les Restos du Cœur, on vit des dons. On vit de notre notoriété. On a une image qui est superbe. On ne peut pas se permettre d'avoir un président qui donnerait une mauvaise image des Restos du Cœur. Ça ferait fuir tous les dons et du coup on n'aurait plus de ressources. François. Alors on va passer sur un autre thème, on va aborder la question de la pauvreté et de la misère sociale, et notamment avec le contexte actuel lié au Covid, qui est très particulier. On voit que la situation elle peut être quand même très catastrophique pour nombre de personnes qui sont en grande précarité, qui sont isolées. Et justement, le lien avec les Restos du Cœur, c'était quand même pour elles quelque chose de très important. Ce lien social, ce moment de partage aujourd'hui, comment vous le voyez vous? Comment vous le percevez? Ces familles elles sont en détresse. Comment vous voyez un petit peu la suite? Comment voit la suite? La suite, moi je ne lis pas dans le mar de café, donc de quoi sera fait demain, et j'ai bien des avis, mais ce ne sont que des hypothèses. La suite m'inquiète. Je pense qu'on va voir arriver cet hiver et au printemps beaucoup plus de personnes accueillies qu'on en avait par le passé. Alors, ce que vous disiez, c'est comment on les aide. On va essayer de les aider comme on peut. On essaye de les aider en rendant le plus chaleureux possible notre accueil, même si c'est difficile aujourd'hui. Alors, suivant la configuration des centres, il y a des centres où, comme ici, on est obligé de faire du drive. Les gens viennent, on leur met un colis, ils partent, ils n'ont même pas choisi. Donc il n'y a plus ce côté chaleureux, surtout l'hiver où on ne peut pas les accueillir à l'intérieur, on ne peut pas trop sortir, il fait froid, c'est pas terrible. On le sait, ça manque autant aux bénévoles que ça manque aux personnes accueillies, croyez-moi. Parce que ce côté-là, je veux dire, c'est le côté retour immédiat.
Quand vous êtes bénévole dans un centre et que vous avez un contact avec les personnes accueillies, vous avez un retour immédiat. Après, quand vous êtes aux appros dans l'entrepôt à fond à bouger des colis, vous n'avez pas ce retour. Mais ce contact-là, il manque aussi aux bénévoles. Par contre, on ne sait pas le faire dans des sans mettre en danger les bénévoles et les personnes accueillies aussi. Donc on ne peut pas se permettre de continuer suivant la configuration des lieux. Mais partout où c'est possible, on essaye de refaire ce qu'on appelle une distribution au choix. C'est-à-dire que ce n'est pas un colis qu'on remet à la personne elle rentre et elle va, au travers de ce dont on dispose, choisir ce qu'elle préfère pour mettre dans son colis, quoi, en gros, dans son cabas. Elle vient faire ses courses. Ça, on essaie de le rétablir quand c'est possible, en respectant, autant que faire se peut, les gestes barrières. Justement, est-ce que, sur le lien social, etc., est-ce que vous avez des possibilités de toucher ce que j'appellerais, mais c'est peut-être aussi un gros mot, vous m'arrêtez si je me trompe, mais des personnes qu'on appellerait peut-être des invisibles? On essaye d'aller au-devant des invisibles, c'est le rôle des camions, de se déplacer vers les gens qui ne viennent pas vers nous. Mais jusqu'à présent, c'est pas la politique des Restos du Cœur d'aller faire du porte-à-porte et de taper à la porte. Alors on attend que les gens se manifestent, c'est clair. Après, bien sûr qu'on est là pour les aider, les accueillir, mais c'est clair qu'on n'est pas sur le porte-à-porte. On va pas au-devant des gens, on les attend et on attend qu'ils viennent vers nous plutôt. Par contre, on est prêt à collaborer avec les travailleurs sociaux, les assistantes sociales qui vont, elles, orienter les gens vers nous. Cathy. Oui, il y a quelques mois de cela, j'ai lu dans le Midi Libre que vous manquiez parfois de diversité alimentaire, notamment pour les produits frais. Donc tout à l'heure, vous avez cité la ferme du Causse, et je voulais savoir s'il y avait d'autres producteurs locaux autour de vous qui s'engagent. Il y a des producteurs locaux qui s'engagent. Je connais le nom de la dame parce qu'on a travaillé, c'est madame Florence Pellet qui fait du pélardon et qui nous a proposé un don de pélardon et qui même veut s'engager au Restos du Cœur. Donc il y en a qui s'engagent, il y en a d'autres, il y a aussi à La Tilleule, il y a 2 producteurs de yaourt, donc l'autre aussi c'est le deuxième, je crois que c'est le yaourt vrai qui s'engage aussi, qui nous en donne. Il y a des dons de fromage, il y en a un peu partout, il y en a aussi à Langogne, je vais en oublier, je les connais pas, mais je les connais pas tous comme ça là brutalement, mais il y en a plusieurs qui s'engagent. Alors c'est erratique. Quand il y en a, et ça ce sont des produits frais, et donc les produits frais, on est des fois saturé de produits frais. Il faut les distribuer le jour même, donc et quelquefois on en manque un peu. Alors la diversité, quand on parle de diversité, c'est vrai qu'on a une difficulté. Enfin, les produits que l'on distribue, il y a 30% des produits que je dis qui sont des dons de l'Europe. Les dons de l'Europe, ce sont des produits qui sont intéressants sur le plan nutritionnel, mais qui sont un peu répétitifs, qu'on revoit tout le temps. Donc au bout d'un moment, les gens se lassent. Et donc c'est un peu difficile là-dedans. La ramasse nous apporte beaucoup de diversité. La ramasse dans les supermarchés, ça amène beaucoup de diversité, mais c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer parce que quand elle arrive, il faut commencer. Normalement, on n'aurait pas à le faire, mais dans la réalité, on est obligé de la trier, on est obligé de la répartir. Et puis il y a aussi un problème dans la gestion de la ramasse, ça vient se percuter avec la gestion des approvisionnements, avec la chaîne d'approvisionnement. Il faut anticiper parce que dans la ramasse, on a beaucoup de produits frais, que ce soit des fruits et légumes, des yaourts, des choses comme ça, on récupère pas mal. Bon, quand vous recevez un produit, vous recevez, je sais pas moi, 500 yaourts, allez, les œufs aussi, ça tombe bien, les œufs. La semaine dernière, on avait eu ce cas-là, on avait, je sais plus combien, 2 fois plus d'œufs qu'il nous fallait, sauf qu'on peut pas les garder. Il faut qu'ils soient distribués. Donc ce jour-là, on va en distribuer beaucoup.
Puis la semaine d'après, on en aura moins, mais des œufs, on en a toujours. Les yaourts, c'est pareil. Donc toute la difficulté, là, c'est ça serait d'arriver à faire une mutualisation plus large. Sauf que la ramasse, c'est des produits qui ont une journée de durée de vie. Donc vous pouvez pas prendre un yaourt qui a été donné à Florac et l'amener à Langogne. C'est pas possible. C'est trop tard. Ouais, c'est toujours le même problème. François. Alors on approche tout doucement de la fin de l'émission. Moi je voulais vous poser une question un petit peu plus politique. Voilà, parce que les Restos du Cœur, ça fait quand même de très nombreuses années que l'association existe. 35 ans, je crois. 35 ans. Voilà. Bon, au départ, c'était prévu pour que ce soit très temporaire. Et donc, voilà, on a bien vu, bien entendu en tout cas, les problèmes que vous évoquiez, donc le besoin d'argent pour fonctionner, le besoin de bénévoles, toutes les difficultés que ça représente donc en termes d'organisation. Aujourd'hui, est-ce que vous attendez encore quelque chose d'important au niveau de nos politiques, ou est-ce que vous êtes un peu entre guillemets désabusé, c'est-à-dire que quelque part ce que devrait prendre en charge l'État, la politique, aujourd'hui, peut-être vous vous sentez toujours un petit peu seul sur le terrain pour affronter ces problèmes? Alors, comment répondre à cette question? D'abord, il y a plusieurs choses là-dedans. La première chose, c'est est-ce que c'est aux politiques ou pas à prendre en compte cette pauvreté? Bien sûr que c'est aux politiques à le prendre en compte. Enfin, là, je vous donne un avis. C'est Laurent qui parle, c'est pas les Restos du Cœur. Bien sûr que c'est aux politiques à le prendre en compte. Alors, ils ont plusieurs façons de le prendre en compte. Il y a la première façon, ça serait de mettre en place une organisation à la place des associations, et que c'est une façon de faire. L'autre, c'est de s'appuyer sur des partenaires comme les Restos du Cœur, et c'est ce qu'ils font, et ils le font bien. Ils le font. Alors bien sûr, on aimerait avoir plus de subventions, plus d'aides, mais ils nous en donnent. Et après, moi, je dirais que pour le fait que ce soit des associations et des bénévoles qui jouent ce rôle-là, moi ça me paraît naturel. Je suis à la retraite, je suis en bonne santé. Pour moi, la retraite, c'est pas une rente. C'est me mettre à disposition de la société pour aider, ça me paraît normal et naturel. Et alors, on peut le faire au Restos du Cœur, on le fait dans d'autres associations, mais après, quand je pourrai plus le faire, je ne le ferai plus. Mais tant que j'ai la force, et puis je pense que ça maintient en vie aussi. Avoir des projets, ça permet de continuer d'avancer. Donc c'est bien aussi que les gens, en tant que citoyens, s'investissent dans l'associatif. Après, chacun le fait comme il veut, il n'y a pas d'obligation dans le domaine, et voilà, mais c'est ma conviction, c'est qu'on doit le faire. C'est un devoir. En tout cas, l'entraide encore est toujours. Cathy, on va peut-être finir avec un petit mot sur le 48 de cœur. Oui, après une question politique, une question plus festive. Non, je voulais vous demander par rapport à l'événement justement 48 de cœur. Donc ça, c'est un grand spectacle qui a lieu tous les ans au profit des Restos du Cœur. Je crois qu'il s'est tenu donc l'année dernière, oui, en 2020. Pour 2021, c'est fortement compromis. Non, c'est pas fortement compromis. C'est pas fortement compromis, c'est annulé carrément. Du coup, je voulais demander quel va être l'impact. Ça va être un vrai manque à gagner pour l'association. Oui, les Restos du Cœur de la Lozère ont, grâce à 48 de cœur, des ressources qui arrivent chaque année et de manière conséquente, puisque j'ai eu la chance de recevoir des mains de sa présidente, Madame Clavel, un peu plus de 25 000 euros, là, entre 25 et 26 000 euros cette année. Et j'ai reçu, le bureau de 48 de cœur est venu nous voir, c'était au mois de novembre. En gros, ils venaient s'excuser de ne pas pouvoir assurer cette année ce spectacle. Il n'y a pas la même chose dans chaque département, là aussi, et merci à eux. C'est sûr. Donc, François? Eh bien, on est encore au mois de janvier, c'est la période des vœux. Donc, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Restos du Cœur pour 2021 ? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au Restos du Cœur ? D'avoir moins de personnes à accueillir. Ça voudrait dire que tout va mieux. Malheureusement, ça reste un vœu pieux. Je pense que
trouver plus de bénévoles, plus d'argent, pour pouvoir aider davantage les gens, aider plus de gens. Merci beaucoup Laurent Deluca. Je rappelle que vous êtes, précision importante, administrateur délégué des Restos du Cœur Lozère. Bravo à vous, bravo à tous les bénévoles qui se bougent pour améliorer le quotidien des personnes qui en ont besoin. Alors si vous voulez faire un don, auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, si vous voulez vous engager, n'hésitez pas à les contacter, à aller les voir. Ils sont avenue du Père Coudrin à Mende. Vous pouvez les contacter au 04 66 65 17 17. Il y a un nouveau local à Marvejols aussi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et ici à Florac, c'est rue Célestin Freinet. C'est où? C'est juste à côté des locaux de Télédrail et de Radio Bartas. Il faut les citer tous. Il y en a à Langogne, il y en a à Saint-Chili, et il y en a un autre à Mende aussi, un centre de distribution à Mende. Et on met toutes les informations sur nos sites respectifs dans un instant. Voilà pour cette première émission de Entre Draille et Bartas. À la régie pour Télédraille, il y avait Christian et Pierrette, et pour Bartas, c'était Corto. Raphaël était derrière la caméra, merci à eux. À la présentation, c'était Cathy pour Télédraille et François pour Bartas, et on l'espère bientôt pour Midi Libre, puisqu'on espère qu'ils rentreront dans ce partenariat. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On fera régulièrement des émissions comme celle-ci, où on s'attachera à faire des portraits des gens qui font bouger la Lozère, entre autres. À bientôt Entre Draille et Bartas, et merci encore Laurent. Merci à vous. Entre Draille et Bartas, une émission proposée par Radio Bartas et Télédraille.